Chère Stéphanie, nous arrivons à la fin de cet entretien. Donc, 2 questions pour vous. Avez-vous un objet auquel vous êtes attaché? Et si oui, lequel? Et enfin, nous aurons la chance de vous entendre lire 2 ou 3 extraits de votre livre. C'est à vous. Alors, l'objet, c'est un carnet que j'ai acheté un cahier, je devrais plutôt dire, que j'ai acheté quand j'avais 20 ans, qui est une grosse, maintenant qui est plus, on ne voit plus trop la couleur, mais qui était noir à l'origine avec une couverture dure, et dans lequel je notais tous les passages de livres que j'aimais, je mettais des collages, des coupures de journaux, et c'est devenu vraiment mon objet fétiche, c'est-à-dire que si je le perds un jour, d'ailleurs je l'ai perdu une fois, et c'est mon mari qui l'a retrouvé, mais j'en ai pas dormi pendant des jours et des jours, parce que finalement, il représente un petit peu, à partir de mes 20 ans, toute ma vie. J'ai des lettres de mon père, donc, qui est décédé aujourd'hui, que je garde précieusement dans ce carnet. Maintenant, il fait 3 tonnes. Au départ, il était assez léger. Maintenant, il fait 3 tonnes. Des lettres d'amis, je vous dis, des coupures de journaux. Et j'écris encore quand j'ai commencé Le Passeur. C'était symbolique pour moi, mais le premier paragraphe, je l'ai écrit dans mon cahier. Et maintenant, je le conserve dans une place bien précise, parce que ma hantise est de le perdre à nouveau, et je crois que ce serait une grande souffrance. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé? Alors, vous allez nous lire 1 ou 2 passages. Est-ce que vous pouvez juste les contextualiser, nous dire, sans trahir bien évidemment le livre, pourquoi avez-vous choisi ces 2 passages? Alors, parce que ce sont 2 passages bien représentatifs de la vie de Seyoum, notamment de son enfance, comme je vous expliquais tout à l'heure, où il est né dans une famille heureuse, avec laquelle il a vécu quelques années bien heureuses, malheureusement trop courtes. Donc je voulais lire ce passage pour faire comprendre au lecteur, voilà, qu'il avait une autre voix à une époque, la voix de l'enfance et la voix de l'insouciance. Et ensuite, je voulais vous lire un passage où là, on le voit dans son monde présent et avec toute sa brutalité. Et comme, en fin de compte, il me semble, je ne veux pas trop en dire, mais il me semble qu'il n'assume pas complètement cette violence qui est en lui et cette cruauté dont il fait preuve à l'égard des migrants et même de ces hommes. Donc il compense ça en se droguant et en étant alcoolique. Donc la journée, c'est un chef incontesté et qui fait peur à tout le monde, et la nuit, c'est la dérive totale. Je voulais vous lire un passage représentatif de cet abandon et de ces 2 phases de cette personnalité. Voilà, et de ces 2 personnalités. C'est à vous. On vous écoute. Je mets mes lunettes. Excusez-moi, je vais mettre juste ça. Je me trouve chouette dans mon costume blanc pour la procession. Peut-être que j'aurais l'air plus cool si j'ouvrais le col de ma chemise. Je me demande ce que Madia préférerait. Je pense à ses yeux qui envoient des petites flammes, à ses cheveux qui dansent avec son corps. On dirait une liane. Bien qu'on ait tous les 2 8 ans, elle est plus grande et ça me vexe un peu. Je voudrais la protéger, mais c'est plutôt le contraire. Finalement, je laisse le col boutonné. « Seyoum, encore en train de rêver, mon chéri? Et ton père, où est-il? Va voir dans son bureau et dis-lui que son article peut bien attendre demain. » Maman m'embrasse, mes petites sœurs pendues à sa robe ivoire brodée de fil d'or. D'un geste machinal, elle remet derrière son oreille une mèche échappée de son foulard. Je revois la scène au ralenti, comme dans certains de mes films préférés. Grand-père promène sur nous son regard de vieux baobab sage. Je file là-haut chercher papa. Dehors, la vague blanche déferle dans les petites ruelles jusqu'à la grande place des gens envahis. Les femmes frappent des mains dans l'air frisquet. Le tempo des tam-tams en peau de zébu nous accueille devant l'église Nab Mariam. Les acacias épousent le rythme sous la brise. Mes sœurs suivent le parfum de savon à l'huile de cumin de maman. Papa serre de multiples mains. Grand-père, dans son costume d'apparat, m'évoque un roi venu de très loin. Il cherche quelques nafkas dans sa poche et me les fourre dans la mienne. « Seyoum, mon enfant, va acheter au rond-point un fagot pour l'ajouter au daméra. » Le daméra, c'est l'énorme bûcher qui réunira la procession entière ce soir. Chacun y empilera son petit fagot, puis regardera le brasier lécher le ciel et remplir d'espoir le cœur d'Asmara pour de bonnes récoltes et le maintien de la paix. Je cours en zigzagant afin d'éviter la foule. J'en profite pour faire un stop chez la mémé édentée qui vend des bons becs. La pancarte sur la porte indique « Fermé pour cause d'allégresse ». Un peu déçu,
Je fonce vers le stand de fagots. Le marchand me vend le dernier. Quand je reviens essoufflé sur la place de l'église, la procession se met déjà en marche, les prêtres en tête. De loin, la coiffe rouge du père Tesfaye domine l'assemblée. Il brandit sa lourde croix ciselée. Le serpent immense de la foule suit la mesure des tam-tams. Les dattiers de l'avenue Annette nous font la révérence. Un cantique éclate comme une bulle de chewing-gum. Je m'agrippe au bras de grand-père. Mes yeux rient, mon cœur s'emballe. Ma bouche chante faux et je m'en fiche. Elle imagine soudain un baiser sur celle de Madia ce soir. La journée passe tout entière dans cet espoir. Donc ça, c'est le premier passage. Et là, on est en 2015, donc à Zouara, en Libye. Ibrahim revient avec la botte feuillue dans la main. Je la lui arrache et le griffe au passage. Ses yeux se plissent de douleur, de surprise. Une plainte meurt dans sa bouche. Je le chasse d'un geste du bras comme une vague excuse. Je m'enferme dans ma cahute minable. Je m'y sens chez moi. Je mate le miroir bon marché accroché au-dessus de la bassine d'eau, ma paillasse recouverte du sac de couchage, la malle déglinguée dans laquelle se mélangent mes quelques fringues. Les cloisons en planche des 4 murs m'enveloppent dans une coquille dont je suis le fruit. Un fruit empoisonné recroquevillé dans 5 mètres carrés. Pas envie de retrouver la solitude de ma villa en toque dans la banlieue friquée. Pas envie de la fille qui ondulera des hanches assise sur moi. Ma dose de cat est la seule maîtresse que je tolérerai ce soir. Comme tous les soirs en fin de compte. Je m'assois sur la paillasse. Dehors, le soleil déclinant tente une intrusion à travers les trous des cloisons. J'éteins mon portable, on m'oublie. Je défais les tiges écarlates, reliées par un élastique et éparpille le bouquet sur mon sac de couchage. J'arrache une par une les feuilles de la plus longue branche. J'en prends assez pour caler une chique dans ma joue. Je commence à brouter méthodiquement. Je broie l'amertume dans ma bouche infecte. Je prends mon temps. La nuit entière se donne à moi. Le spectacle de la défense sera comme toujours pour les ténèbres. J'attrape la bouteille de gin sous le matelas. J'avale le fond restant d'hier soir. Le liquide chaudasse coule dans ma gorge et détruit pour quelques heures la boule. Je trouve une deuxième bouteille dans la malle. Je l'entame en attrapant une autre branche de cat. La chique déforme ma joue. Le jus déborde de mes lèvres. Je m'affaisse un peu sur le lit. J'économise mes gestes. Lever le bras droit, ouvrir la bouche. Avaler le gin sans avaler la chique, reposer la bouteille entre les cuisses, brouter encore et jusqu'au résultat attendu. L'obscurité trinque avec moi. Les effets du sucre macéré explosent enfin dans mon sang. Le gin chauffe à blanc les veines qui coulent sous ma peau en fleuve furieux. Mes jambes flottent dans la chambre tangente. Mon lit vogue sur une mer de cadavres qui se marrent à gorge déployée. Ils ont tous la même gueule, la mienne. Les branches de cat pissent le sang. Un trou béant s'ouvre sous mes pieds. Je plonge. Merci Stéphanie Coste. Merci Nathalie.